Bienvenue dans Point de suspension. Je suis Léa Lejeune, journaliste économique et fondatrice du média Plan Cash. Vous écoutez Point de suspension, le podcast de l'Unédic, où je discute avec un ou une experte du futur du travail et du chômage. Pour ce nouvel épisode de la saison 6, nous allons parler des conditions de travail des seniors, de cette catégorie de salariés, souvent sous-estimés à tort, et des façons de leur rendre la vie au travail plus belle. Pour discuter de cet enjeu, je reçois aujourd'hui Annie Jolivet, économiste, chercheuse au Conservatoire national des arts et métiers, dans le Centre de recherche sur le travail et le développement, et en parallèle au Centre d'études sur l'emploi et le travail. Vous êtes aussi co-autrice d'un ouvrage récent, paru aux presses de Sciences Po, Que sait-on du travail ? Bonjour Annie Jolivet. Bonjour. Commençons par la base. Comment définissez-vous cette catégorie de salariés, les seniors, et pourquoi faudrait-il aménager particulièrement leurs conditions de travail à eux ? Alors, c'est une réponse à double détente. La première, c'est que améliorer les conditions de travail, ça vaut pour tout le monde. Il n'y a pas de raison d'adoucir particulièrement à partir d'un certain âge les conditions de travail. En gros, si l'enjeu c'est de maintenir la santé au travail, de conserver les capacités physiques par exemple ou intellectuelles, cognitives d'un salarié ou d'un travailleur plus généralement, c'est pas seulement à la fin que la question se pose. Il y a par exemple beaucoup de jeunes qui se retrouvent confrontés à des accidents du travail dans leurs premières années de vie professionnelle. Et évidemment, si vous avez des atteintes à la santé très tôt, ça va compliquer les choses tout au cours de votre parcours. Quand on considère qu'il faut améliorer spécifiquement les conditions de travail, alors pour les seniors, mais ça peut être pour des travailleurs qui rencontrent des difficultés dans le travail, c'est par rapport à des atteintes à la santé, qui peuvent être pas forcément des pathologies, mais peut-être des atteintes légères, à peine sensibles dans le travail, mais qui permettent de rendre plus facile l'exercice du travail. Mais ça n'est pas quelque chose qu'il faut concentrer uniquement sur les seniors, en se fixant cet objectif-là seulement pour les seniors. Pourquoi ces seniors sont-ils perçus comme moins productifs du point de vue de l'employeur ou des ressources humaines ? D'abord, cette question-là, cette perception-là, elle n'est pas identique chez tous les employeurs. Il y a eu, ça remonte à assez loin maintenant, il y a eu une enquête menée par le ministère du Travail qui s'appelait l'enquête sur l'emploi des salariés suivant l'âge, qui montrait très clairement que dans les entreprises où il y a des salariés âgés, l'employeur, le supérieur hiérarchique, a moins de représentation négative que dans les entreprises, par exemple, où ces salariés âgés ne sont pas présents. Il y a aussi un lien avec l'âge du chef d'entreprise ou de la chef d'entreprise. Quand elle est plutôt jeune, elle a tendance à surestimer une moindre productivité ou des difficultés particulières, alors que quand on est plus proche en âge, on voit moins ces difficultés. Et en réalité, il n'y a pas de diminution drastique des capacités de travail avec l'âge. Les choses sont beaucoup plus continue que ça, il y a beaucoup d'éléments de compensation. Si vous perdez par exemple de la précision en termes de vision, vous pouvez tout à fait le compenser par le toucher par exemple, par d'autres, une façon d'aménager votre travail. Et donc en fait, on a tendance à associer un âge donné avec une baisse des capacités alors que ce n'est pas le cas. Je pense que le message essentiel qu'il faut retenir, c'est que il n'y a pas de déclin physique ou de déclin des capacités cognitives, sauf maladie, il n'y a pas de déclin manifeste pendant l'âge de la vie au travail. Ce qui va jouer, c'est qu'il peut y avoir quelques déclins. Ces déclins peuvent être compensés par d'autres capacités fonctionnelles. Donc, par exemple, le fait de perdre un peu la mémoire immédiate, ça peut être compensé par une plus grande habitude de noter un certain nombre de choses. Le fait même de noter pouvant être un moyen de mémoriser supplémentaire, pas forcément un outil de travail. Et puis, il y a un rôle énorme de l'expérience du travail, donc l'expérience de soi, du travail et des autres. Donc, quand on sait qu'on a un peu moins de mémorisation, on va avoir tendance à noter plus, par exemple. Quand on a l'habitude de faire un travail, on peut en fait ne plus avoir besoin de prise de repères visuels et fonctionner au toucher. Donc, il y a eu un travail assez ancien dans l'industrie automobile qui montrait que les salariés expérimentés, donc c'était sur des salariés qui avaient 45 ans par rapport à des gens qui avaient une vingtaine d'années de moins. Et en fait, ce qu'on voyait, c'est qu'ils mettaient beaucoup moins de temps
et ils organisaient mieux leur façon de travailler, enfin leur temps de travail, dans le montage de pièces parce qu'ils prenaient à la fois plus de pièces dans leurs mains et en même temps, ils faisaient circuler les pièces sans avoir même besoin de les regarder. Ils faisaient circuler les pièces dans l'ordre et ils les montaient au toucher. Parce qu'ils avaient l'habitude, parce qu'ils avaient la Parce qu'ils ont connaissance, pris l'habitude, l'expérience. et donc c'est ce qu'on appelle des habiletés sensorimotrices fines qui se développent avec l'expérience et qui font que du coup, on n'a pas besoin d'avoir une prise de repère visuel, donc pas besoin de se pencher, et on peut gagner du temps en mettant plus de pièces dans sa main et en les faisant circuler juste au contact de la main. On sait comment la pièce va se mettre, on sait repérer l'ordre des pièces. Mais finalement, être senior, c'est aussi parfois un avantage très fort, notamment chez les cadres, par exemple, où la montée en compétences et en expérience s'accumule au fur et à mesure des années. Oui, dans ce cas-là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'expérience accumulée qui compte. Ça peut être l'expérience dans le même métier, ça peut être une expérience dans plusieurs métiers, l'expérience de changement, par exemple. Vous avez certaines personnes qui ont des parcours extrêmement variés, passant de différents types de métiers. C'est pas forcément le parcours linéaire dans la même entreprise. Vous avez de tout. Ce qu'il faut arriver à lire derrière senior, et il faudrait se débarrasser du terme senior et partir sur l'idée d'expérimenter cette expérience-là étant, je le redis, c'est l'expérience du travail de soi et des autres. Donc on peut se retrouver dans un emploi nouveau, mais on a l'expérience de soi dans un travail précédent et on a une façon de travailler qui a été acquise au cours du parcours professionnel. Et en fait, c'est ces différents types d'expériences-là qui vont jouer. Donc c'est moins une question d'âge qu'une question de degré d'expérience. Et puis évidemment, la santé au travail reste un élément important à tous les âges. Il faut sortir de la référence qu'on fait habituellement à la catégorie senior. Alors, dans vos travaux de recherche récents aux presses de Sciences Po sur les conditions de travail en dernière partie de vie professionnelle, vous avez établi une typologie des différentes caractéristiques du travail. La première, vous la nommez les épargnés. A priori, elle ne pose pas de problème particulier. Mais les autres, oui. Pouvez-vous nous expliquer cette typologie des conditions de travail ? C'est une classification qu'on a construite avec Anne-Françoise Molinier à partir des enquêtes conditions de travail 2013. Notre objectif était de partir de l'ensemble des conditions de travail et de regrouper ensemble des conditions de travail qui s'accumulent pour un certain nombre de salariés. Donc on obtient de cette façon-là 5 grandes classes. La première, vous l'avez dit, c'est celle des épargnés. Ensuite, les 4 autres se caractérisent par des combinaisons différentes de caractéristiques du travail. Donc par exemple, on a une catégorie qui est particulièrement marquée par le rythme de travail, la pression au travail, où on a plutôt des cadres, des professions intermédiaires, enfin plus fréquemment des cadres et des professions intermédiaires. Et puis on a des catégories où la pénibilité physique est plus importante, associée ou pas avec des rythmes de travail, comme par exemple le défilement automatique d'une pièce, ou le fait de ne pas avoir de marge de manœuvre dans l'exercice de son travail. Je ne cite que quelques caractéristiques, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Et notre idée a été de faire ça spécifiquement pour les... Alors on a pris des 45 ans et plus, puisqu'on voulait les suivre sur 3 enquêtes successives. Et l'objectif, c'était de voir à quoi sont confrontés les gens en deuxième partie, dernière partie de carrière. Essayer d'identifier quelles sont les caractéristiques du travail qui peuvent être problématiques, qui peuvent conduire, dans certains cas, à une plus forte probabilité de sortie avant la retraite ou de chômage avant la retraite. Alors, il y a le stress, les raisons physiques. Quelles sont les autres typologies que vous avez retenues ? Alors, on n'a pas pris le stress. On a des risques en général, mais on a, par exemple, de la pénibilité physique, donc du port de charge. On a des caractéristiques liées au rythme, je l'ai dit, comme le défilement automatique d'une pièce, le fait d'être sous la pression de la demande du client, par exemple. On a aussi des choses plus fines comme le fait d'être autonome dans son travail ou pas, donc dans le cas inverse, de dépendre d'un supérieur hiérarchique, par exemple, ou de prescriptions dans l'exécution du travail qui sont très strictes. Et puis on a des choses comme par exemple le sens du travail. En fait, on a conservé dans la classification les variables qui sortaient le mieux, qui expliquaient le mieux des différenciations entre des salariés. Et on a classifié, donc on a regroupé en classes ces catégories-là. Et donc, en conclusion, au sein de cette étude, quelles sont vos préconisations pour mieux intégrer, faciliter les conditions de travail de finalement ces différentes catégories de seniors, en tout cas de seniors qui sont confrontés à différents problèmes ? Il y a 3 choses qui ressortent. La première chose, c'est qu'on a tendance à considérer surtout la pénibilité physique,
alors assorti de plein d'autres choses, hein, mais voilà, ça fait partie des marqueurs qui, dans le débat social et dans la représentation collective, est associé à des difficultés plus grandes de rester dans le travail. Mais ce qu'on constate, c'est que la catégorie qui est plutôt marquée par la pression au travail, donc je l'ai dit, plus fréquemment des cadres et des professions intermédiaires, indiquent aussi des difficultés à tenir dans le travail et indiquent qu'ils ne se voient pas rester dans le même travail jusqu'à la retraite. Donc, il faut sortir de l'idée que c'est juste une question de pénibilité physique. C'est en fait un ensemble de caractéristiques qui vont rendre le travail difficile à tenir, hein. Et là-dedans, il ne faut pas écarter un certain nombre d'éléments qui sont moins directement physiques, mais qui posent aussi problème. Et peut-être pas uniquement se focaliser sur des catégories ouvrières ou employées, même si des questions se posent. Donc, en fait, ça conduit à élargir un petit peu la vision des conditions de travail et à les voir plus en combinaison et pas seulement centré sur des aspects purement physiques, même s'il y en a. Le deuxième enseignement, c'est que on voit très clairement que ces catégories-là ont des probabilités différentes de se retrouver hors emploi et au chômage. Et dans ces probabilités différentes, il y a probablement un certain nombre de choses qui jouent. D'une part, le fait d'être dans une entreprise qui propose ou pas des modalités de sortie anticipées. Alors, proposer est un mot un peu valise, hein. Ça Oui, peut parce être, que c'est incité fortement, souvent alors par ça des peut plans être de incité, départ plus ou voilà. moins Disons que ça volontaires. peut être dans le cadre de plans de départ, proposer des départs type pré-retraite d'entreprise. Ça peut être aussi aménager des possibilités de sortie, par exemple avec du cumul de temps partiel, du temps partiel compacté à la fin. Donc en fait, il y a différentes options qui peuvent être plus ou moins contraintes. Bon, enfin, je n'épiloguerai pas là-dessus, mais en fait, vous pouvez, avec les mêmes caractéristiques de conditions de travail, vous retrouver employé dans une entreprise qui vous offre une possibilité de sortie, même s'il y a peu de contraintes, et dans d'autres cas, dans des entreprises qui n'offrent pas de possibilité et qui en plus ont elles-mêmes peu de marge de manœuvre, par exemple, pour aménager le travail. C'est voilà, l'exemple le plus facile à penser, c'est les aides à domicile, hein, qui sont très contraintes dans leurs conditions de travail, hein, qui ont peu de possibilités d'aménager les choses parce que tout se joue chez le client ou l'usager, et des employeurs qui sont très contraints par les fonds qui leur sont alloués et qui sont eux-mêmes très limités. Donc voilà, c'est un ensemble de contraintes qui font qu'à la fin, le salarié lui-même, il a peu de chances d'avoir accès à des modalités d'amélioration ou d'aménagement particulières. La troisième idée, sont des différences hommes-femmes qui sont là aussi assez mêlés de conditions de travail, de conditions d'emploi et de parcours professionnels différenciés hommes-femmes. Ce qu'on constate, c'est que pour les configurations de conditions de travail les plus pénibles physiquement, par exemple, les hommes ont tendance à pouvoir sortir plus fréquemment vers la retraite que les femmes. Et ça s'explique puisque une partie des femmes ont pu avoir des interruptions d'activité liées aux enfants, ont pu avoir carrément des interruptions d'emploi, hein, pendant un certain temps. Et par conséquent, elles sont amenées, pour une partie d'entre elles, à travailler plus longtemps, plus tardivement que les hommes. Donc en fait, à emploi équivalent, les conditions de travail ne sont pas forcément les mêmes et la nécessité d'aller jusqu'à la retraite est plus fréquemment une problématique femme-qu'homme. Mais du coup, il y a aussi le type de poste là-dedans. Parce que dans les emplois du tertiaire ou du soin, on n'a pas l'habitude de négocier des plans sociaux, d'avoir un syndicalisme très fort comme on peut avoir dans l'industrie. Et tout ça, ça joue aussi, non, sur les fins de carrière? Alors oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un ensemble de choses qui s'accumulent, qui s'associent pour créer ces conditions d'inégalité homme-femme ou inégalité entre secteurs. Donc vous avez c'est une série d'éléments de différenciation qui s'ajoutent. Je ne sais pas si on peut toujours parler de syndicalisation insuffisante, mais par exemple, la représentation qu'on peut avoir de la pénibilité physique du travail dans le domaine du soin n'est pas forcément très ouverte. On n'a qu'à voir le compte pénibilité, par exemple, dont les critères de pénibilité ne font absolument aucune place à ce qui peut se produire dans les métiers du soin. Alors, on va passer sur un aspect plus positif. Quel rôle doivent jouer les entreprises dans le changement culturel pour une meilleure inclusion et une meilleure vision des seniors dans l'entreprise? Ce qui me semble clair, c'est que alors c'est pas nouveau, hein, je pense que depuis la réforme de 2003, on est sur une perspective où la perception tout à l'heure vous parliez des caractéristiques productives des salariés âgés,
cette perception-là négative, le fait d'envisager qu'en fin de carrière, par exemple, si on perd son emploi, on doit plutôt se résigner, puis partir vers l'inactivité et attendre la retraite, qui est aussi un message qui est renvoyé à un certain nombre de salariés ou de travailleurs âgés. Tous ces éléments-là, en fait, entrent en contradiction avec l'élévation progressive des âges de sortie, qui passe par au moins deux choses. C'est-à-dire, là, on a beaucoup discuté avec la réforme des retraites, du recul de l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le fameux passage de 62 à 64 ans. Mais dans la réalité, l'augmentation des durées d'assurance, en fait, a provoqué cette augmentation pour toute une partie de la population, une grande partie de la population, aujourd'hui, a terminé ses études plus tard, et donc est amenée forcément à travailler à des âges plus tardifs, parfois même au-delà des 64 ans, qui vont devenir la norme. Donc, ce glissement-là, en fait, les entreprises ont une partie d'entre elles réussi à l'intégrer, un peu forcé et un peu avec retard, mais une partie, je pense, est encore à la traîne. Ça se voit quand on constate, par exemple, que dans des plans de départ ou dans des plans de réduction des effectifs, tout est centré encore sur des départs plutôt à des âges élevés. Et par exemple, lorsqu'il y a des possibilités de reconversion offertes, elles ne le sont pas spécifiquement pour des gens qui sont là depuis très longtemps ou qui ont une ancienneté importante. Est-ce qu'on considère qu'il faut continuer à former les seniors? On parle de plus en plus de formation continue, de temps de vie. Est-ce qu'il faudrait adapter la formation professionnelle aux seniors, au temps de vie, aux dernières années? Vous voyez, quand vous posez la question, ça veut dire que implicitement, vous considérez qu'on n'a pas fait avant et qu'il faudrait faire un effet de rattrapage. Donc ça peut arriver, mais si vous avez un rattrapage à faire, ça veut dire que pendant des années, vous n'avez pas fait le nécessaire en termes de formation, vous n'avez pas accompagné l'évolution des emplois par de la formation. Donc il y a deux choses, la formation, elle est à tous les âges et elle doit aussi être accessible à des âges plus élevés. Et puis par ailleurs, il peut y avoir des ajustements dans la façon de présenter la formation, dans les modalités de formation. Donc à la fois comment la proposer, par quels moyens pédagogiques la faire passer, dans quelle mesure elle peut passer dans le cadre du travail par exemple. Et ces éléments-là, il peut y avoir des ajustements à faire pour tenir compte de l'évolution des modalités d'apprentissage avec l'âge. Donc par exemple, le fait que la mémoire immédiate peut être un peu plus difficile à exercer, surtout si on n'a pas l'habitude de l'exercer. Donc, par exemple, proposer des formations qui sont uniquement à l'oral ou avec des séquences sur lesquelles on ne peut pas prendre de notes, par exemple, c'est des choses qui peuvent être difficiles avec l'âge. Donc, je le redis, pas à partir d'un âge donné, mais avec l'âge, de même que faire des formations qui ne tiennent pas compte de la façon dont le travail se fait réellement pose problème aux gens qui ont l'habitude de travailler d'une certaine façon. Donc c'est plus la modalité des formations qui est importante que le contenu, parce que j'allais vous demander, est-ce qu'il est raisonnable de passer des mois, voire des années, à former aujourd'hui des cadres supérieurs aux enjeux de l'intelligence artificielle ou du métaverse chez des seniors, par exemple? Pourquoi est-ce qu'il faudrait forcément des mois et des années pour des salariés seniors? Deux choses l'une, soit la formation est une formation complexe, nouvelle. À ce moment-là, la question éventuellement peut se poser. Mais on peut aussi se dire que l'expérience accumulée, et si de la formation a été accessible assez régulièrement, les gens ont pu se former en cours de route. J'ai toujours en tête cet exemple de formation à des logiciels. Les gens qui sont aujourd'hui en activité, qui ont une cinquantaine d'années, ont déjà été confrontés à plusieurs générations de logiciels. Le problème est de savoir comment intégrer cette formation à un nouveau logiciel éventuellement dans le travail et surtout ne pas le faire d'une façon précipitée en disant aux gens du jour au lendemain, tu bascules sur un autre logiciel puis débrouille-toi pour apprendre, tu auras 2-3 séances de formation, peut-être qu'elles ne répondront pas aux besoins et du coup la personne se retrouve en difficulté pour mettre à jour ses connaissances. C'est plus difficile, je le redis, c'est plus difficile quand on est expérimenté d'apprendre. C'est pas une question d'âge, c'est une question d'avoir l'habitude de travailler autrement. Donc si vous faites des formations qui ne tiennent pas compte de ça, elles peuvent mettre en difficulté effectivement des gens expérimentés et en particulier des gens plus âgés s'ils sont expérimentés dans leur emploi. Je rappelle qu'on peut être aussi novice dans un métier, même en étant âgé. Alors il y a l'image, il y a les formations, mais quand on a passé 30 ou 35 ans au travail, il y a une forme de lassitude quand même qui peut s'installer. Comment on fait pour remotiver les salariés? Derrière votre question, il y aurait l'idée qu'ils seraient plus particulièrement démotivés.
À nouveau, ce que ça renvoie, c'est quel est le travail qu'ils font, comment ce travail est facilité ou pas, quelle est la valeur accordée à ce travail. Et il n'y a pas forcément de démotivation en fin de carrière ou à partir d'un certain âge. Ce qui peut jouer, ce sont des difficultés continues ou qui s'accumulent, pas liées à la personne particulièrement, mais qui peuvent être liées, par exemple, à l'accumulation de réformes, à l'accumulation de restructurations, au passage successif de supérieurs hiérarchiques qui ne font pas trop l'affaire, au fait de former des collègues nouveaux qui ne restent pas. Voilà, c'est toute cette série-là qui peut expliquer une lassitude, mais qui n'est pas forcément liée à la personne ni à l'intérêt de l'emploi, mais qui est liée à un certain nombre de caractéristiques extérieures. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, certains connaissent des accidents de parcours, d'autres sont touchés par des plans de départ. Comment on aide des salariés seniors à retrouver un emploi, parfois dans un nouvel emploi qui peut réutiliser certaines de leurs compétences? Bref, comment on fait pour leur permettre de ne pas quitter le marché du travail trop tôt quand ils ne le souhaitent pas? Enfin, je pense que là aussi, il y a une façon de poser la question qui renvoie à une certaine représentation. Depuis une dizaine d'années au moins, quand vous interrogez des gens qui ont perdu leur emploi, qui cherchent un emploi, c'est pas des gens qui vont se dire je reste au chômage jusqu'à la retraite. Ce sont des gens qui cherchent. Et à quoi ils sont confrontés? Ils sont confrontés à des postes de courte durée, en CDD, un peu comme les jeunes. Enfin, les conditions du marché du travail sont pas très lointaines entre les jeunes et les plus âgés. On vous recrute pas en CDI d'emblée dans beaucoup de cas. Aujourd'hui, 90% des embauches se font en CDD. Vous avez énormément d'embauches qui se font sur des CDD de courte durée, moins de 3 mois, moins d'1 mois. Donc ces conditions-là sont évidemment plus compliquées quand vous êtes plus âgé, puisque vous faites face quand même à de la discrimination à l'embauche et à des offres d'embauche pour lesquelles on ne vous fait pas une place dans les procédures de recrutement. Vous êtes plutôt écarté. Il y a toute une série de critères qui peuvent conduire à vous écarter assez tôt. Il y a aujourd'hui, je pense, encore plus de décalage entre la nécessité pour faire face aux conditions aujourd'hui de l'assurance retraite, enfin de l'assurance vieillesse, et pour faire face tout simplement pour vivre. Il y a encore plus de nécessité pour un chômeur âgé de retrouver un emploi. Et donc, peut-être que c'est ça qui rend d'autant plus aiguë la question de l'accompagnement, mais aussi la question des procédures de recrutement et des critères de recrutement des employeurs. Donc, on n'a pas de piste particulière, à part finalement le marché du travail n'est pas favorable à cette catégorie de salariés comme à d'autres catégories comme les jeunes. Les pistes, il y en a en fait. Vous avez des associations qui accompagnent les chômeurs de longue durée, dont des chômeurs seniors, et qui, par exemple, essayent de surmonter cet obstacle du recrutement en modifiant les conditions de la rencontre entre un employeur et un chômeur âgé. C'est ce qu'on appelle travailler sur l'interaction offre-demande. Au lieu d'avoir des candidats face à des offres qui sont prédéterminées, on va faire se rencontrer le ou la candidate avec l'employeur et échanger pour que, éventuellement, d'une part, l'employeur puisse revoir ses critères et d'autre part, il puisse ajuster le poste en fonction, par exemple, de l'expérience de la personne qu'il rencontre. C'est particulièrement intéressant pour des PME, pour lesquelles le profil d'un poste est peut-être... il n'y a pas forcément besoin de le verrouiller ou de le préemballer à l'avance, mais ça peut être aussi intéressant pour une grande entreprise. Dans les gens qui se présentent, dans les candidats qui se présentent, beaucoup ont par exemple des parcours très intéressants, mais pas un peu atypiques. Donc, il peut y avoir besoin de revoir un peu les choses. C'est ce qui est difficile en fait dans les procédures de recrutement, qui ont tendance, surtout quand c'est des grandes entreprises, à être plutôt standardisées. D'accord, donc améliorer les procédures en elles-mêmes. Alors, on vient de parler des jeunes, des seniors. Finalement, maintenir les seniors au travail plus longtemps, quand les jeunes ont aujourd'hui énormément de mal à s'insérer sur le marché du travail, est-ce que c'est pas prendre le risque de générer une sorte de conflit générationnel ou d'entretenir ça? La question de la concurrence qu'il pourrait y avoir entre les jeunes générations et des générations plus anciennes est un faux problème, puisque beaucoup d'études ont été faites. Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas d'effet négatif qui ressort de façon très claire. Et il y a quand même un certain nombre d'études qui montrent que
le fait d'être capable d'embaucher à la fois des salariés des âgés et puis des plus jeunes, en fait, c'est plutôt une opportunité en termes de croissance et de développement des activités. D'accord. Un peu comme l'argument, la diversité et la mixité vont aussi aider à améliorer les résultats d'une entreprise. Oui, disons qu'il n'y a pas de concurrence directe sur les postes. Quand vous avez des gens très expérimentés, ils n'entrent pas en concurrence directe avec des gens qui ont que quelques années d'expérience professionnelle, sauf si l'employeur propose des postes qui n'ont que peu de qualifications. La concurrence éventuelle pourrait se faire sur des postes de novices peu qualifiés ou de démarrage, mais ce qu'on voit, c'est que les seniors, dans ces cas-là, seniors ou un peu moins que seniors, vont être employés, par exemple, dans des zones où les jeunes sont moins présents et où, par exemple, les employeurs sont en attente de certaines caractéristiques de fiabilité, de non-absentéisme, de stabilité dans l'emploi, voilà, qui peuvent en fait favoriser à ce moment-là des gens plus âgés par rapport à des plus jeunes. Un autre élément à avoir en tête. Merci Annie Jolivet pour ces pistes de réflexion et d'action. Pour aller plus loin cette année, nous invitons Mélanie, journaliste chez Ouzbek Erika, à partager son point de vue détonnant. Bonjour à toutes les deux et merci pour ces réflexions qui nous permettent de mieux appréhender la complexité de cette thématique de l'inclusion des seniors. En vous écoutant, je me suis fait une remarque. Il y a un sujet qu'on évoque assez peu finalement quand on parle des seniors, c'est le télétravail. Alors évidemment, des reportages et des podcasts sur le télétravail, on en a ressassé des centaines, si ce n'est des milliers, mais quand on l'associe aux plus âgés, c'est bien souvent pour rappeler leurs difficultés à s'adapter à un monde numérique dans lequel ils n'ont pas grandi. Sauf que les seniors d'aujourd'hui ne sont pas les seniors de demain. Les seniors de demain, eux, seront nés avec le numérique, ils auront suivi des cours en visio, ils auront parfois travaillé en full remote, ils auront appris dès leurs premières années d'activité le travail dématérialisé en équipe, le management à distance, l'organisation en autonomie. Exit donc le cliché du senior qui ne parvient pas à allumer sa webcam, à connecter ses écouteurs ou tout simplement à accéder à la bonne salle Zoom. En 2050, il fait assez peu doute que l'obstacle technologique se sera mué en un formidable tremplin pour les plus âgés désireux de rester dans le game. Car parmi ses très nombreux avantages, le télétravail permet à chacun de trouver son propre équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, un élément essentiel pour certains seniors qui auraient besoin de se ménager physiquement. On peut par exemple programmer ses séances d'exercice physique, on peut caler ses rendez-vous médicaux, on peut s'occuper de son jardin ou tout simplement profiter de sa famille. Et les plus aventureux pourront même rêver à une seconde vie à l'étranger. Et là, on ne parle que du travail version 2024, avec ses dossiers Drive pas toujours pratiques et ses réunions Zoom rarement qualitatives. En 2050, le télétravail, ce sera probablement le métaverse, ce monde virtuel du futur où tout sera possible, où des réunions pourront avoir lieu au beau milieu de l'espace sans que l'on ait à bouger de son canapé, ce nouvel univers professionnel où l'on pourra exister sous les traits de l'avatar de son choix, une femme, un homme, un jeune, un vieux, ou même un renard, un hibou, une créature fantastique, etc., etc. Dans un monde du travail où les apparences ne représenteront plus que ce que chacun aura bien voulu montrer de lui, qu'est-ce que cela voudra dire finalement d'être un senior ? Est-ce que vos collègues sauront même que vous êtes un senior ? De là à dire que le métaverse pourrait mettre fin à certaines discriminations professionnelles, il n'y a qu'un pas. Et même dans l'industrie, les machines ou les robots de fabrication pourront certainement être pilotés à distance par des seniors depuis leur salon de leur petite maison de campagne. Ainsi, l'âge ne sera plus un obstacle ou une limite, quel que soit l'univers professionnel dans lequel on évoluera. Si on élargit encore la thématique, cette nouvelle réalité professionnelle libérée des contraintes physiques et des apparences pourrait même avoir une influence positive sur le rapport entre les générations et la place des seniors dans la société en général. Demain, jeunes et vieux participeront peut-être aux mêmes after-work, d'abord dans le métaverse, puis pourquoi pas en IRL. Demain, les jeunes et les vieux qui auront appris à vraiment se lier au-delà de leur classe d'âge dans le monde professionnel pourront, en dehors du travail, partager leurs loisirs, leurs passions et même leur week-end en camping. Et la séparation de fait qu'il existe aujourd'hui entre les générations pourrait presque s'effacer ou au moins s'amenuire. Ah, vivement 2050, quand on sera tous vieux et intégrés. Bon, moi en réalité, je serai senior bien avant 2050, mais ça, c'est un tout autre problème. Merci Mélanie et merci Ouzbek Erika de nous accompagner pendant cette 6e saison. C'était le dernier épisode de cette saison 6 de Point de suspension. Merci de nous avoir suivis. Continuez à partager les épisodes et à très bientôt.